RTL. Vos plus belles années. Vos plus belles années. Patrick Sébastien. Rémi Castillo. Sur RTL. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour monsieur Rémi Castillo, comment allez-vous? Bien et vous-même monsieur Patrick? Patrick? Je dis ça comme ça parce qu'avec Bernard on se disait avant qu'on se tutoie. Est-ce qu'on doit se vous voyer? J'arrive pas à C'est vrai que tu ne vous vois jamais toi Patrick. Si, les seules fois où tu as vous voyé c'était je crois Michel Morgan ou Petit Cardinal. Ouais. C'est les seules fois. Mais comme disait Gainsbourg, elle était tellement grosse que je lui disais vous. Patrick, ça y est, c'est parti. Non mais c'est pas ça, c'est que j'ai toujours du mal à vous voyer les gens et il y en a qu'un qui m'a demandé de le tutoyer mais j'ai pas pu. C'est Brassens. Ah bon? Ouais. Brassens, quand je rencontre, moi je suis gamin, tu vois, t'imagines, le mec en plus extraordinaire de charme et tout, monsieur, etc. Il me dit, mais tu vas quand même pas me vous voyer, tu vas me tutoyer. Et je n'y arrivais pas. C'était absolument impossible. Mais Bernard Giraudot, je peux le tutoyer, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En plus, il est né dans un si beau pays, il est né dans le pays de Foulquier. Ouais, il est né à La Rochelle. Tu es né dans quelle famille? Dans une famille très très simple, très modeste, à La Rochelle. Mon père est un militaire. Ma maman, elle s'occupe des enfants, c'est-à-dire non, à l'époque, évidemment, non, il n'y avait que moi, je suis l'aîné, pardon. Ouais. Je repartais déjà un peu plus tard. Vous êtes combien maintenant? On est quatre frères et sœurs. Donc c'était juste après la guerre, ils se sont mariés juste après la 47. Guerre. Voilà, donc ils se sont retrouvés dans un bureau. C'est une belle enfance. C'est une enfance tout à fait ordinaire. Je dirais. C'est pour ça que tu as des parcours qui suivent, qui sont pas toujours aussi ordinaires. C'est parce que il y a eu une enfance un peu particulière, peut-être trop ordinaire, donc à chercher. Est-ce que c'est une réaction? C'est une réaction, bien sûr. Forcément. Moi, je me disais, je vais pas continuer en grandissant comme ça. Alors, j'avais les scouts formidables, j'avais les éclaireurs unionistes, c'était formidable. Les louveteaux, t'as fait les louveteaux aussi? Attends, les éclaireurs, c'est formidable parce que moi, je dis du bien de ça parce que c'est une période écolo. Très écolo, déjà, j'ai appris à vivre avec la nature et je pouvais me barrer de chez moi. Tu vois. J'avais une bonne période où j'étais avec les potes, la peur la nuit, les jeux de piste, enfin c'était délicieux. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot-là. Les jeux de piste, ça c'était extraordinaire. Ça fait des années que je voudrais essayer d'adapter ça à la télé, le jeu de piste. Avec la peur du Dahu à l'époque. La peur du Dahu. Ben là, on est en plein dedans. Vous êtes dans vos plus belles années, ça doit vous rappeler des trucs. Enfin, sauf si vous êtes né en 92. Hein. Tiens, ton fils qui est né en 82, c'est ça ton fils aîné. Alors, on pose la question à tout le monde. Moi, je sais que est-ce que c'est le plus beau souvenir d'une vie de voir la naissance de son éternité? Ça ne peut pas être autrement. C'est très beau. Sauf que les choses se sont passées un peu bizarrement parce que Annie n'a pas accouché normalement. C'est-à-dire qu'elle a eu une césarienne. Donc c'était un peu. C'est Annie Dupéré. Annie Dupéré. Je sais. J'ai eu que 2 enfants avec la même femme. Avec la même femme. Avec la dame à la robe rouge. Avec la dame à la robe rouge. On va te faire un cadeau. Oui, mais même 2 cadeaux, Patrick. Puisque oui, 2 pour le prix d'un, parce que effectivement, si Bernard a choisi la 1982, c'est pour effectivement la naissance de son fils aîné Gaël. Mais parallèlement, Sarah est arrivée, elle, le 1er août 1985, c'est bien ça. Et on a une coutume dans l'émission, c'est d'offrir le CD du journal de la naissance. C'est-à-dire ce qu'il y avait sur RTL, les infos du jour de naissance de tes 2 gamins. Voilà. Comme ça leur fera un souvenir. Et donc 2 CD. D'ailleurs, à propos de Sarah, je tiens à lui faire un petit clin d'œil, car elle est actuellement sur les planches du théâtre Comédien, dans le cadre de la Nuit des Rois, une comédie de Shakespeare, aux côtés notamment de Ariel Mallet, le frère de Gad. Et pour en revenir à ce 1er août 1985, nous allons faire écouter à nos auditeurs un fait d'actualité assez insolite, puisqu'il s'agit d'une querelle de voisinage qui a donné naissance à un mur, Patrick. Alors, tiens-toi bien, nous allons nous rendre... Truc d'actu de ce jour-là. De ce jour-là, voilà, c'est un fait assez insolite, mais évidemment, dans les CD, vous avez la totalité du journal de la rédaction. Voilà. Donc, on va se rendre en Haute-Loire, et plus précisément dans le petit village d'Arsac-en-Velay, où 2 familles ne se supportaient plus. On se croirait chez Jean-Pierre Pernaut. À tel point, écoute bien, que la municipalité avait décidé de dresser un mur entre les Guénins et les Tessiers au bout de 4 ans de conflit. Et malgré ce mur, mais si, le climat était loin d'être apaisé. Nous allons donc écouter le témoignage d'une voisine, jointe au téléphone par Philippe Nécan, qui nous décrit l'ambiance sur place sur RTL. On leur a mis une sorte de barrière qui fait toute la longueur de la maison. Et il y a une petite grille en dessous, donc là, par là, elles peuvent encore se voir. Et donc elles se lancent des pierres à travers le panneau, et puis donc elles se rejoignent par la route, parce que vous comprenez, elles arrivent à contourner, elles vont presque s'attaquer dans leur propriété. Elles en viennent aux mains? Oh, elles en viennent aux mains, comme hier soir, elles en sont venues aux mains. Ah, mais oui, mais bien sûr, ils se sont battus à coups de bâton, il y a eu des blessés hier soir. Il a fallu un accord pour
faire élever ce panneau. À vrai dire, ça n'est pas très joli. Hein. Ils ont fait ça pensant que ça arrangerait, puis ça... Et elle se voit quand même, et il n'y a rien à faire. Hein. Quand tu penses qu'il y a la guerre, les maladies, les intempéries, les machins, inouï. C'est insupportable, non ? Il faut leur demander de faire un peu de yoga, un petit peu de méditation. On en parlera plus tard, mais la maladie dont tu as parlé doit bien te relativiser les choses. Oh là là. Et ça a au moins cet avantage. C'est un très grand et beau message, finalement, tu sais. Mais on va en parler tout à l'heure, on va écouter. Alors on joue chez nous, mais il n'y a rien à gagner. Oui, c'est ça qui est bien. Ah, c'est bien. Et on a choisi des films, évidemment, au courant. dans lesquels a joué Bernard. Alors, musique. il faut que tu reconnaisses. Pour démarrer. Pas répondre. Si, Bien sûr. bien sûr. C'est fait pour ça. Ah ouais, tu t'en rappelles même pas. C'est un film qui a été tourné en 82. J'ai peut-être une idée. Qui est sorti en 82. C'est pas les spécialistes, le Ruffian. C'est le Ruffian, évidemment. Pourquoi je dis les spécialistes ? Le Ruffian, bien sûr. J'ai revu il n'y a pas longtemps. Giovanni. La musique de Morricone. Voilà, c'est le Ruffian. C'est marrant parce que j'ai dit les spécialistes, mais je revoyais La Rivière en même temps dans ma tête. Tiré d'un de ses romans, qui a été publié aussi en 1983. Quel est d'ailleurs l'autre film qu'il a aussi réalisé de José Giovanni, dont l'histoire est tirée d'un de ses autres romans ? Ça doit être un Delon quelconque, non ? Nous sommes dans la ville, non ? Un Belmondo. L'Ashkoumoun 72 avec Jean-Paul Belmondo. Heureusement que je me trompe pas. Livre qui avait été adapté par un autre réalisateur. D'après toi, c'était... Je ne sais pas. Eh bien, Jean Becker, pour un homme nommé Larroquin en 61, avec lui-même Jean-Paul Belmondo. Incroyable. Tu te rends compte ? Tu les as croisés, tous ces gens-là ? Tu as été au conservatoire ? J'étais au conservatoire, oui. Avec qui ? Moi, j'étais au conservatoire avec Richard Berry. Avec Daniel Russo, avec Martine Chevalier, tout ça. Mais Lino, que j'ai bien connu dans le Ruffian, j'ai adoré. Des gens comme ça. Bien, justement. Tu ne crois pas si bien dire, parce que dans ce film de José Giovanni, dans la filmographie de Bernard, eh bien évidemment, le Ruffian doit avoir une place importante, parce que ça a été la grande rencontre avec celui qui jouait le rôle d'Aldo Sevenac, à savoir le grand Lino Ventura. C'était Claudia, non ? Il y avait Claudia dedans. Alors ça devait être très intimidant de se retrouver face à Lino Ventura. Est-ce que vous vous souvenez, Bernard, de la première fois où vous l'avez côtoyé ? Oui. C'était dans un restaurant, je crois. Ouais, vous savez ça ? Oui, parce que justement, vous vous êtes confié sur RTL. Vous étiez d'ailleurs avec José Giovanni, le réalisateur, et vous allez nous raconter votre première rencontre avec Lino Ventura. Vous vous souvenez de ce que vous lui aviez dit ? Plus ou moins, j'étais assez impressionné quand même. Alors je me suis dit, il faut que tu sois... À la hauteur. Et je lui ai dit, écoutez, puisqu'on doit être amis dans le film, autant commencer tout de suite. Oui, et autant s'aimer tout de suite. Autant s'aimer tout de suite. Exactement. On écoute Bernard Giraudot. Moi, j'ai rencontré Lino uniquement pour ce film. J'ai rencontré un petit peu avant. José m'avait prévenu, m'avait dit de toute façon ça marchera, c'est pas la peine de t'inquiéter, ça ira très bien. Parce qu'il connaissait bien Lino, il me connaissait bien. J'ai fait 3 films avec José, dont 2 hommes dans la ville, le premier qui était avec Gabin. Donc il sait, José, il connaît bien les gens, il sait si ça va marcher ou pas. Alors, je suis arrivé très décontracté, un peu impressionné quand même, parce que Monsieur Ventura, quand même un monsieur, faut bien le dire. Alors je suis arrivé au repas comme ça, et puis je lui ai dit, écoutez, vous savez, comme on doit s'aimer dans le film, autant commencer tout de suite. Alors à partir de là, ça a bien marché, et ça a continué jusqu'à la fin du film. Je vois José Giovanni sourire, parce que tout ça sont des dialogues qui vous conviennent. Parce que dans le repas, il s'est penché vers moi, Lino, il m'a dit... Ça va aller, ça va. Tu avais Il m'avait fait la même chose pour Gabin. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Delon m'avait fait la même chose. Il était venu me voir, il me dit, il faut que absolument je te fasse passer une audition, parce que c'est pour Gabin, c'est pour jouer le fils, tu sais, je le connais bien. Alors il m'a dit, ça va aller. Alors après, le vieux m'a dit, ça va, il n'y a pas de problème. Et en même temps, on s'est beaucoup amusé, puisqu'il adorait la cuisine, moi aussi, et qu'on a fait des concours de cuisine sur place. On en des pâtes. On en retombe toujours au même truc. Il en était question la semaine dernière. Avec on va écouter un générique TV de 1982. De 1982, on passe du grand au petit écran, un générique assez facile à identifier. C'est une émission d'humour diffusée sur FR3 à l'époque. Ça a démarré le 4 avril 82. Est-ce que vous avez reconnu ? Je connais que ça, mais je l'ai pas. Tu vas écouter la réponse ? Merci Bernard. Voilà. Ah oui. Oui, forcément, pour Bernard Giraudot. T'as joué dans Palace, toi ? T'as fait des trucs dans Palace ? Non. La télévision, il y a eu des téléfilms. Enfin, j'en ai fait un paquet. À l'époque, un paquet, ouais. Juste avant qu'on fasse la pause, c'est un ennemi du cinéma, la télé ? Non, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui disaient que c'était un ennemi du cinéma, la télé. Non, la télévision, de toute façon, est un ennemi de l'homme à partir du moment où il regarde tout et n'importe quoi, et qu'il enregistre tout dans son disque dur. À partir du moment où il regarde des choses intéressantes qu'il bonifie ou qu'il modifie, et il y en a, alors ça devient un instrument tout à fait remarquable. Mais c'est vrai aussi comment faire le choix, comment faire le tri, quand on vous envoie quand même 80% de merde, il faut bien le dire. Il reste 20%. Il reste 20% merveilleux, magnifique. Puis je sais, moi, j'ai fait des téléfilms très rapidement, avec peu de moyens,
qui valait largement certains films que j'ai fait moi avec beaucoup de moyens au cinéma, tu vois. Et donc tu te poses la question, tu te dis bon, s'il y a du talent derrière, on peut plus faire des très beaux trucs. Je me suis retapé l'autre jour avec sur un DVD L'Orange de Noël, qui était un téléfilm qui a été fait pour la télévision et qui est une merveille. Justement, ce sera l'objet de la deuxième année, le premier téléfilm, le premier film pour la télévision de Bernard, ce sera La Face de l'Ogre. Et on en parlera effectivement juste après la pause. 11h30, 12h30. Vos plus belles années. Patrick Sébastien. Rémi Castillo. Sur RTL. Avec Bernard Giraudot, et j'ai sous les mains un livre, parce que l'auteur Bernard Giraudot est très très salué par les critiques. T'as de la chance, hein? Bah oui, de toute façon, oui, ça, c'est une chance, bien sûr. C'est surtout très inattendu pour moi, parce qu'il n'y a pas si longtemps que j'ai commencé, dans 2000. Enfin, j'avais déjà écrit, mais pas édité. Celui-là, il est sorti quand, cher amour? Il est sorti au mois de mai, là. Mois de mai. Il est sorti au mois de mai, et puis ça continue à marcher, oui, c'est formidable. J'ai eu des critiques formidables. Ouais, je suis ravi. Bon, et puis c'est un domaine dans lequel c'est un plaisir complémentaire. Ah oui. Alors là, c'est presque, je dirais même une thérapie. Tu vois, je m'assois, j'écris, je m'assois pas à heure fixe, parce que j'ai besoin de tourner en rond comme les chiens avant de s'asseoir, mais quand je m'y mets, j'aime vraiment ça. On est en 1987 et on va parler de la maman de tes enfants. Et oui, Annie Dupéré. On va l'écouter. On va l'écouter? Mais oui, on va l'écouter parce qu'effectivement, donc deuxième année choisie par Bernard Giraudot. Non, pas du tout, c'est pour vous faire plaisir. On se balade dans nos souvenirs. Premier film pour la télé. éluder d'ailleurs si tu veux. Non, pas du tout, il n'y a pas de raison. Non, mais en l'occurrence, vous avez choisi comme deuxième année, donc 1987, pour évoquer ce premier film pour la télévision, La Face de l'Ogre, et c'était justement avec Annie Dupéré. Vous l'aviez adapté du roman de Simone Desmaisons, je crois. Voilà. Et dans le film, vous étiez derrière la caméra, mais aussi devant. Vous incarniez justement son mari. Oui, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais j'étais mort. J'ai incarné mort, suspendu au bout d'un... Voilà. Donc c'était plutôt le clin d'œil, c'était une petite scène absolument. Donc La Face de l'Ogre, c'était la montagne près de Chamonix qui ne se laissait pas gravir par n'importe qui. C'est donc la première fois que vous dirigiez Annie Dupéré. Alors, comment vous définissez-elle en tant que réalisateur? D'après vous, quel adjectif a-t-elle utilisé pour vous qualifier, Bernard? Je ne sais pas, vous allez me le dire. Vous allez surtout l'écouter. En l'occurrence, vous étiez plutôt démodé, mais dans le bon sens du terme, car porteur de qualités qui ne sont... Oui, démodé, car porteur de qualités qui ne sont plus forcément dans l'air du temps. On écoute Annie Dupéré sur RTL. C'est un homme absolument démodé. C'est-à-dire qu'il pratique des tas de choses qui se font de plus en plus rarement. C'est la rigueur, la pureté absolue dans ce qu'il a envie de faire, le refus total, mais vraiment je dis bien total, des concessions, et le goût de l'effort. Ce sont des choses qui sont quand même en passe de disparaître, et moi quand je regarde autour de moi, franchement je me demande si on ferait pas bien de créer une société spéciale pour protéger les utopistes et les purs. Parce qu'il va en manquer. Oh, que ça fait plaisir d'entendre. J'avais jamais entendu ça. Non, j'avais jamais entendu ça, et c'est beau, hein. Je l'embrasse très fort pour ça. Mais il faut se retrouver dans des moments comme celui-là, cette Face de l'Ogre qui était pour moi important, mais c'était le premier film que je réalisais. Je suis rentré là-dedans comme si j'avais réalisé toute ma vie. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en tant qu'acteur, t'as tellement l'habitude d'avoir la caméra, de voir comment ça bouge, le chef opérateur, le chien du son, que je suis arrivé là chez moi. Alors ça, c'est formidable, mais en même temps, univers que j'adore, la montagne, et avec des amis. Pourquoi la montagne? Tu es né à La Rochelle, tu l'as découvert après? J'ai découvert... C'était plus logique que tu bascules sur la mer, sur les voiliers. Oui, moi, tu sais, j'ai toujours voyagé partout dans le monde, pas seulement dans les ports, mais aussi à l'intérieur des terres. Et la montagne m'a toujours fasciné. Et j'ai fait K2, cette fameuse pièce sur la montagne avec Claude Rich, où il fallait que je grimpe sur des parois de glace, qui étaient du polystyrène. Il a fallu que j'apprenne à quand même un minimum sur et comme je suis un petit peu jusqu'au boutiste, perfectionniste, comme l'a un petit peu dit quand même ma camarade, donc j'ai trouvé deux copains merveilleux, deux grands alpinistes, Robert Parago et Bérard Ardeni, qui ont été des grands, qui ont fait la face sud de la Concagua, qui ont été vraiment des grands d'une certaine époque, et qui m'ont donné l'amour de la montagne, de la grimpe, de la... Ça tombe bien, parce qu'on a un document sur une jeune femme qui aussi... Mais oui, parce que vous vous êtes rencontrés d'ailleurs, je crois, sur les rochers de Fontainebleau, avec Robert Parago, une alpiniste célèbre, qui a d'ailleurs été considérée comme la meilleure grimpeuse du monde, justement, entre 85 et 88. J'en connais d'autres, mais non, on peut pas... Patrick, on peut pas dire des noms. Vous l'avez reconnue, hein? Des connus, des célèbres, qu'on voit dans les journaux. Catherine Destivelle, qui ne vous avait pas reconnue tout de suite. Depuis, vous êtes devenus plutôt proches. Alors, on va la retrouver, Catherine Destivelle, qui va nous raconter les circonstances de votre première rencontre, justement, sur les rochers de Fontainebleau. À l'époque, je grimpais avec un copain et il y avait un gars en plus. Il avait l'air de débuter. Il avait deux doigts aussi avec une attelle, je me souviens très bien.
Puis il grimpait, puis on a fait quelques blocs ensemble. Puis au bout d'un moment, je dis mais tiens, c'est bizarre, je le connais ce gars-là. Parce que je le connais, mais j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Et puis ensuite, on va tous au restaurant. Il y a une espèce de café là au pied de la Dame Jeanne. On va tous boire un coup. Et c'est là que je me dis tiens, mais oui, c'est lui. Et j'ai réalisé que c'était lui. D'ailleurs, plus tard, il a acheté une maison, mais juste à côté de cet endroit. Donc je crois qu'il y va assez souvent. Ouais, j'ai pas tout à fait le même souvenir, mais c'est ça, oui, c'est ça. Maintenant qu'elle le dit, oui. Elle dit, je l'ai pas reconnu. Ah oui, on est resté un moment. La célébrité, toi, tu l'appréhendes comment? D'abord, il faut l'assumer, il faut accepter les choses, mais en même temps, je ne vais pas au-devant. C'est-à-dire, je fais en sorte de rester discret. Je crois que j'ai toujours été assez discret dans ma vie. C'est ce qui fait ta qualité aussi. Je sais pas, mais en tout cas, oui, je vois pas l'intérêt d'être... S'il y a un conseil à donner à un jeune acteur aujourd'hui, un minot qui nous entend, tu vois, qui a 16 ans, qui nous écoute comme ça, parce que Secret Story ne passe pas à la télé à cette heure-ci, minot qui a 16 ans et qui veut faire, non, je parle sérieusement, qui veut faire ce métier d'acteur, le conseil que tu lui donnerais, c'est ne fais pas ça pour être célèbre, fais ça pour... Je dirais jamais ne fais pas ça ou ça ou ça, parce que c'est un chemin unique comme beaucoup de parcours. Simplement, la recherche de la gloire, évidemment, n'a rien à voir avec l'art. Donc, s'il est passionné par cet art-là, il est d'abord dans cette passion-là. Après, adviendra ce qu'adviendra. Si tu sais qu'ils viennent tous nous voir en nous disant, mais je veux être riche et célèbre. Oui, il faut leur expliquer que c'est pas un métier. Riche et célèbre, c'est vraiment la première erreur à ne pas faire. Et puis surtout, ils vont revenir de loin. Ça va leur faire très très mal. Ça va leur faire très très mal. C'est comme quand ils auront compris que oui, c'est autre chose. Non, il y a un parcours de vie. Alors évidemment, on est un peu plus âgé, mais moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là parce que j'avais pas envie. La preuve, tu m'as dit en entrant dans le studio, ça a toujours été ton vrai nom, Giraudot. Et je t'ai dit oui parce que je pensais pas du tout au star system. Moi, je n'allais pas devenir une star, une vedette, etc. Je pensais à faire ce métier artisanalement et mais ça se sent aussi. Tu sais que tout ça, la télé, le cinéma, c'est des loupes aussi. Et on sent chez toi une intégrité. Je veux dire, moi, si j'avais un mot qui me venait pour parler de toi, parce que j'ai beaucoup d'admiration. Je suis très. C'est un garçon devant lequel je suis ému, tu vois, parce que ton intégrité me touche. Tu vois ce que je veux dire? L'intégrité. Je trouve que c'est une qualité tellement galvaudée, elle est rare. Oui, j'espère. En tout cas, je fais en sorte d'aller vers cela. Le chemin n'est pas toujours facile, tu sais bien, dans ce métier. Mais en vieillissant, c'est plus facile. On va jouer à nos extraits de films, on gagne rien. Oui, ça vient. On gagne rien, on s'amuse surtout avec quelqu'un qui parle, tiens-toi bien Patrick, à son âne. À son âne. En 87. Hein. Qu'est-ce que tu veux bouffer ce soir? Maïs grillé ou foie gras des Indes? Est-ce que tu reconnais ce comédien? C'est lui. Oui. Foie gras des Indes, évidemment. C'est la réponse. Ce qu'on te propose, c'est la Alors attends, dis rien. Allez, essaye Patrick. La luxure. C'est un film de Gilles Béat. 87. Oui. C'est pareil, quoi. Je l'ai pas. C'est quoi? Les longs manteaux. Les longs manteaux, évidemment. Et effectivement, Bernard incarnait un géologue qui était dans une montagne bolivienne, justement. On était toujours dans les... On n'en sort pas. Alors là, c'est un tournage intéressant parce que le film n'a pas très bien marché. Non, je ne sais pas s'il était très bon, mais en tout cas, c'était un bon film d'aventure. Mais c'est là que Gilles Béat, il faut quand même que je lui rende hommage, m'a laissé la deuxième caméra. On était en retard, on a eu des problèmes de pluie qu'on n'aurait pas dû avoir là-bas. Et il savait que moi, j'aimais ça, quoi, que j'aimerais. Il me dit, écoute, si tu as un peu de temps, puisque j'avais un peu de temps, il y a des scènes où j'étais pas, est-ce que tu peux pas aller me tourner ça, ça et ça? Je vais aller tourner les paysages, les machins, et je vais aller tourner. J'ai fait une deuxième équipe, et je suis parti avec les mecs, et on a fait des plans. Et alors, les rushs arrivant à la production à Paris, ils se disent mais qui c'est qui dit moteur et qui dit coupé là? Pourquoi? Parce que c'est une deuxième équipe et c'est qui? Ils ne savaient pas que c'était moi. C'est comme ça que tu as une tendresse un peu plus particulière pour ça. Oui, et puis j'ai commencé vraiment à aimer ça. Tout de suite, j'ai compris. Quand je vais le revoir, le film, je vais penser. Tu verras les arrivées de bagnoles, tout ça, les mecs, les poursuites, tout ce qui est un petit peu, tu vois, mouvementé. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Un petit générique télé. Oui, générique télé. Alors, c'est une émission de divertissement et c'est chanté par quelqu'un qu'on a déjà reçu. L'expédition. Mais ça, c'est des trucs à toi. T'as 3 ans dans ta tête. Je regarde pas, moi, ça. Oui, c'est vrai, j'ai 3 ans dans ma tête. Je regarde des émissions beaucoup plus intéressantes. Est-ce que tu reconnais le chanteur déjà? Gottener. Oui. Je sais
sais pas, c'est quoi? En route pour l'aventure. C'était dans le cadre de Youpi l'école est finie. Quand tu penses que ces mômes un jour, je disais ça à quelqu'un l'autre jour, je disais, vous savez que les mômes qui regardent Dorothée et qui écoutent Chantal Goya, un jour ils seront ministres. Oui, ces gens-là. Et oui, ils seront ministres. Et qui présentait cette émission En route pour l'aventure qu'on a choisi évidemment pour Bernard Giraudot, l'aventure? Eh bien, c'est quelqu'un qui présentait la porte magique sur la 5 et qui était le premier présentateur de la roue de la fortune. Oh là oui, je te souviens-tu de Michel Robe? Pas Michel Pantalon, voilà Michel Robe. Ah, Michel Robe. Michel Robe. C'était lui, voilà. RTL. Vos plus belles années. Vos plus belles années. Patrick Sébastien. Rémi Castillo. Sur RTL. Et on vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur RTL avec Patrick. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Monsieur Bernard Giraudot. Alors l'émission s'appelle Vos plus belles années et on va évoquer l'année 2001 où tu publies Le Marin à l'encre et c'est le moment où tu apprends ton cancer. Alors on dit que c'est les plus belles années, ça porte mal son nom, mais c'est... Si, ça s'explique. Ça s'explique avec le recul, tu vois. Le moment, moi, s'il y a des choses qui m'intéressent là-dedans, le moment, quand on t'apprend un truc comme ça, c'est un toubib qui te dit, voilà, c'est ça. Il prend pas de gants. Oui, ça dépend. Il y en a qui en prennent, d'autres qui en prennent moins. Là, ça a été très bien, vraiment très très bien. Mais parce que moi, je me mets à la place du mec qui doit. Non, mais moi, je savais que quelque chose allait m'arriver. Parce que ça couvait depuis un moment. J'étais malade pendant que je jouais Beckett. Je me faisais des piqûres le soir en entrant en scène, tellement j'en pouvais plus. Et j'étais dans un stress inouï. Je sais pas ce qui se passait. Enfin, j'étais plus capable de me rattraper. Enfin, voilà. Donc, tu savais qu'il y avait quelque chose qui allait et d'assez grave. Pour que ça s'arrête. Qui allait pas. Donc là, c'est un cancer de quoi que tu as? Du rein. Du rein. Rein gauche. Donc on me l'a enlevé. Et quand on m'a annoncé, mais non, c'est pas grave, vous avez eu un hématome, ça doit être une néphrite, etc. Je leur dis non, vous allez voir. Alors, ils m'ont fait des ponctions, tout ça, mais on n'arrive pas, il y a du sang. Je dis, mais cherchez pas, c'est ça. Alors, c'est toi qui leur disais. Et après, ils ont fini par faire quelques autres examens pour se dire, oui, c'est ça, donc on va l'enlever. Et bon, voilà, donc si tu veux, l'annonce, elle, a été plutôt tranquille, douce, je m'y attendais. Et comme je m'y attendais, j'étais assez préparé. Ensuite, c'est pas toujours mortel, la preuve. Tu y as pensé tout de suite? J'y ai pensé tout de suite, j'ai essayé de mettre en ordre. Tu y penses encore là aujourd'hui? Tu te dis... si tu écoutes, là il faut apprendre à y penser. Il faut apprendre aussi à vivre avec. Parce que le fait oublier... Non, c'est pas vrai, la mort elle te tient la main depuis le début jusqu'au bout. De toute façon, on n'est pas condamné à vivre, on est condamné à mort. On veut lui tourner le dos tout le temps, c'est pas vrai. Ça sert à rien. Donc la mort, elle est là tous les jours. Il y a des gens déjà, à 60 piges, t'es un survivant. Hein. Oui, avec tout ce que j'ai vécu. Il y en a un paquet qui j'aurais dû mourir bien plus tôt. J'ai eu une méningite quand j'étais bon, j'aurais dû y passer. Enfin bref. Mais la mort, oui, tu y penses. Bon, comment est-ce que tu vas l'aborder? Et à partir de là, comment est-ce que tu vas faire pour éviter d'abord de paniquer, éviter de trop stresser, et puis d'essayer de vivre le mieux possible, ce qui te reste à vivre dans une lucidité qui soit la bonne. Donc c'est la chasse au bonheur systématique? Oui, pas la chasse, mais en tout cas, c'est là que j'ai appris très vite que vivre l'instant présent, la pleine conscience de l'instant, était la chose la plus importante. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir, il n'y a que le présent. De toute façon. Il n'y a que le présent. Et puis ça te donne quand même, c'est une compensation, je ne vais pas dire que c'est un avantage de la maladie, mais le regard que tu as sur les petits soucis de tous les jours, le regard que tu as sur le quotidien, le regard que tu as sur l'amour à donner, il est tu montes une marche, tu montes une grosse marche. Et je t'assure que je répète très souvent que si je n'avais pas eu cela, peut-être serais-je mort autrement, mais je n'aurais pas appris certaines choses. J'aurais pas découvert sur moi-même. Tu vas peut-être pas mourir de ça. Peut-être pas mourir de ça. C'est ça surtout. Alors, c'est quand même un message qui t'est apporté et qui, quand il arrive pour les gens qui nous entendent, doit être considéré comme tel, c'est-à-dire un message de son propre corps, de la vie dans lequel tu es. C'est un message qui veut dire quoi? Il faut essayer de comprendre. Et déjà en cherchant... Toi, tu as essayé de comprendre pourquoi? Ah oui. Je comprends pas. Tu n'auras jamais une réponse avec une évaluation précise. J'ai entendu en parler un jour où tu disais, je crois que je sais à peu près pourquoi. J'ai fait des excès. Oui, il y a tous les excès dont on parlait, la cigarette, etc. La pollution, dont on parlera peut-être tout à l'heure. On en parlera après. Mais si tu veux, l'excès du perfectionnisme de l'impossible, celui qui
qui veut toujours mieux, et ça c'est l'infini, tu t'en sors pas, et ne pas accepter ce qui est, mais toujours jamais être content, jamais être heureux, être dans une espèce de rend malade. Souffrance permanente, et ça te rend malade. Alors ça c'est très important à dire, je sais qu'on prend un peu plus de temps ce matin, et ça c'est très important à dire, que se contenter de ce qu'on a, vivre un petit peu plus au jour le jour, que de vouloir tout le temps se miner pour avoir désir impossible, et ben ça rend malade. Bien sûr, ça finit par rendre malade. Écoute, on va écouter un extrait de film. Oui, alors un film justement dans lequel on retrouve notre invité Bernard Giraudot. En tout cas, merci pour tous ces messages. C'était formidable. Pas fini, hein. On va vous en passer un aussi sur la pollution. Avec plaisir. Juste après sur la pollution, mais pas la pollution parce que c'est à la mode et parce qu'il faut être écolo. Mais là, il y a un truc sur lequel je suis très d'accord avec lui, c'est la pollution auditive. Sonore. D'accord, bon, on en parlera tout à l'heure. En attendant, on est en 2000 et c'est avec justement Bernard Giraudot, notre invité. Film. En 2001. Quel genre de travail vous comptiez me proposer? Ah, je sais ce que c'est. Je voudrais que vous deveniez mon goûteur. Votre goûteur? Je le sais parce que le film est sorti le même jour que le mien. Exact. C'était en 2000. Et c'est un film formidable. Oui. Je l'ai vu 3 fois déjà. Donc avec Bernard Giraudot et avec Jean-Pierre Laurier en l'occurrence. C'est une affaire de goût. De goût, absolument, signé Bernard Rapp. C'est bien de rendre hommage à Bernard. Ouais, Bernard, quelle belle reconversion aussi. Si c'est une reconversion, je crois que c'était sa nature, sa nature profonde. C'est dommage qu'il soit parti comme ça si vite, parce que franchement, j'aurais bien aimé refaire des films avec lui. Eh ben écoute, on va l'écouter, Bernard. Voilà, si ça vous fait plaisir justement de l'écouter, on va le retrouver, Bernard Rapp, qui va nous parler de cette affaire de goût et de l'intérêt que cette histoire pouvait offrir aux téléspectateurs. D'ailleurs, il vous avait proposé une première fois de tourner pour lui, et puis là, à l'époque, c'était pour les caprices d'un fleuve. Vous étiez submergé justement de travail, et en l'occurrence, voilà, vous étiez tous les deux sur RTL. Il va nous parler de ce film, et vous allez nous exprimer tout le bonheur que ce rôle vous a procuré. On écoute donc Bernard Rapp, les deux Bernard Rapp et Bernard Giraudot. C'était en quelle année ça? Je sais plus. C'était justement 96. Il y avait cette actrice que j'adore, noire, France Zobda. France Zobda. Donc on écoute les deux Bernard Giraudot et Rapp sur RTL. C'est l'histoire d'une manipulation, c'est l'histoire d'une fascination réciproque, c'est un thriller, c'est aussi une histoire d'amour qui tourne autour des personnages, dans lequel toute l'évolution de la manipulation, du suspense passe par les personnages, et ça leur a fait quelque effet, semble-t-il. Bernard Giraudot, j'imagine que pour un acteur, c'est un régal. Non? Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est très jouissif. Moi j'aime bien en plus cette gamme de personnages qu'on me propose maintenant, peut-être c'est dû à l'âge et tout ça, une maturité, j'en sais rien. Mais c'est très agréable parce que ce sont des couches successives de couleurs qu'il faut mettre et qu'il ne faut pas évidemment imposer. À chaque fois, elles sont très très légères et c'est très très amusant à faire, très excitant, mais c'est vraiment trouver la solution pour que justement on ne dise rien tout de suite et que tout soit dit à la fois. C'est intelligent ce que j'ai dit, non? Ouais, c'est bien. C'est très bien. Non, ce que je trouvais émouvant, comme à chaque fois, c'est que je trouve que les voix sont plus fortes que les images. Écoutez la voix de Bernard, c'est plus touchant. Quelle merveilleuse entente nous avons eu. Ça m'étonne pas. Ça n'a pas toujours été le cas dans les films, c'est pas toujours le cas. J'ai l'impression que vous apparteniez à peu près à la même famille. Quand même. Ah oui, là c'était vraiment une complicité formidable. On va écouter un générique TV. Oui, générique d'une émission qui a démarré en 2001 en l'occurrence. Émission d'aventure qui dure toujours puisque la 9e saison vient de démarrer. Tu allais dire quoi, Patrick? Koh-Lanta, absolument, qui a démarré sur d'aventure. C'est un jeu des candidats qui doivent survivre. C'est bien. C'est un jeu. D'ailleurs, qui était le premier présentateur avant Denis Brognard? Puisqu'on parle d'aventure, c'était Hubert Auriol. Oui, absolument. On va écouter un petit peu de pub et puis on va parler tout de suite derrière de ce cher amour qui fait partie des plus belles années de Bernard, puisque c'est l'année dernière, et puis on parlera de plein de sujets encore passionnants, puisqu'on a la chance d'avoir Bernard ce matin. À tout de suite. 11h30, 12h30. Vos plus belles années. Patrick Sébastien. Rémi Castillo. Sur RTL. Allez, je te le demande maintenant parce que je le demande à chaque invité. Quel est le parfum qui te reste de ton enfance? Est-ce qu'il y a un parfum, une odeur, quelque chose qui te... Oui, il y a un parfum mélangé entre l'herbe mouillée le matin à l'aube et les cendres du bivouac. Scout, louveteau, toujours. Mais tu sais que ça me marque très très fort. On est en pleine écologie et on parlait juste avant l'émission avec Bernard d'un truc contre lequel il se bat, et Dieu sait que je me suis battu. Dans les hôtels, je me suis battu, tu peux pas savoir, sur le bruit. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est dans la pollution sonore, c'est les motos.
avec des décibels inouïs. Les scooters qui ont des pots d'échappement, qui sont des pots de détente, maintenant c'est pas des silencieux, on appelle plus ça des silencieux, bon, qui font un bordel inouï, et on est en train de faire des affiches pour dire achetez une moto électrique, on vous donnera 400 €. Mais commencez par déjà faire ce qu'il y a à faire, sérieusement, une législation. Et ça, tu t'en occupes très sérieusement. Oui, je m'en occupe sérieusement, entre guillemets. Je ne vais pas passer mon temps à ça, mais j'écris des lettres parce qu'il y a l'abus. Il faut bien le dire, là, à l'écran, à l'antenne. Oui. Il faut bien le dire, il y a un abus. Le devoir d'exemplarité n'est absolument pas suivi. C'est-à-dire que tous les ministères ont des bagnoles banalisées avec des sirènes 2 tons qui sont au top du 2 tons, parce qu'il y a plusieurs 2 tons. Si on utilisait les 2 tons bas, comme certaines ambulances le font, on les entend de très loin, mais c'est très acceptable comme bruit. C'est pas du tout agressif. Eux, ils sortent de là pour pouvoir aller voir leur grand-mère ou aller voir je ne sais pas qui, parce que c'est vrai, faut pas rêver. Ils vont pas tous faire une course, parce qu'aujourd'hui, on a Internet, c'est pas pour aller porter un pli. Il faut arrêter de dire des conneries. Allez, on va parler de ta fille, de Sarah. On va justement parler d'amour, puisque Bernard avait choisi l'année 2008 pour évidemment l'écriture de son roman Cher Amour, publié aux éditions Métellier. Alors donc, on va écouter Sarah, parce que c'était un grand moment d'émotion. Sa réaction le jour où elle a obtenu son Molière, on ne pouvait pas passer à côté. C'est un grand moment d'émotion. D'ailleurs, vous aviez été nominé à plusieurs reprises. Vous, Bernard, c'était pour L'aide-mémoire, Le Libertin ou Beckett ou L'honneur de Dieu. Donc, tu as 3 reprises. Et puis Annie Dupéret, 4 reprises pour Le secret, Le pain de ménage, Un mari idéal et Oscar et La Dame Rose. Eh bien, elle l'a obtenu. Elle va vous rendre hommage. C'est très émouvant dans la série Préparez vos mouchoirs. Nous voici en 2007 lors de la cérémonie. C'est la seule de la famille qui l'a eu. Voilà, lors de la cérémonie des Molières. Et ça se passe dans Vos plus belles années sur RTL. Sarah Giraudot. J'embrasse très fort mes parents, ma mère qui n'est pas là, mon père qui est ici ce soir, et j'en profite pour lui dire que j'attends le moment. Je rêve du moment où il va remonter sur scène. Voilà. Donc je suis pas la seule. Je t'aime, papa. Rémi, tu es dégueulasse, parce que faut pas faire ça, faut pas nous faire ça, c'est dur. En même temps, c'est dur, mais qu'est-ce que l'amour est beau. Bien sûr. Si on pouvait expliquer à tout le monde que l'amour est plus beau que n'importe quoi. Ah oui, il n'y a rien à faire, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, et c'est vers ça qu'il faut aller. Et Cher Amour, c'est ça ? Cher Amour, c'est ça, oui, c'est cette quête éperdue de l'amour, finalement. Pas facile à trouver, pas toujours. Et puis surtout parce que les méthodes qu'on emploie sont pas toujours les bonnes, et qu'il y a plus simple que ça, probablement, mais que c'est long le chemin pour apprendre cette simplicité-là. Et l'amour, oui, bien sûr. Alors il y a évidemment l'amour pour une femme, l'amour pour les enfants, puis l'amour qu'on doit avoir pour les autres qui finalement vous ressemblent, même ceux qu'on n'aime pas. Exactement, la tolérance, le pardon, on ne parle que de ça ici. Si vous aimez en ce moment ce que vous entendez, parce que c'est quand même rare de ces petits espaces qu'on prend, vous pourrez poursuivre tout ce qu'on s'est dit là, la sensibilité de Bernard, en mettant le nez dans Cher Amour, vous le mettez dans un coin. C'est de la cam qui coûte pas cher, finalement. Ah oui, bien sûr. On se fait plein de trucs artificiels pour vivre mieux. L'amour, on en a plein sur nous, et on n'est même pas obligé de l'acheter. Oui, c'est toujours. Alors, évidemment, on a tous envie d'écrire sur l'amour, c'est vrai. Mais ce qui est fantastique, c'est le partage que ça donne, le partage qui s'effectue avec les lecteurs, dans les témoignages, dans les rendez-vous littéraires comme ça. Et ça, c'est tout à fait fantastique, parce que tous les gens sont effectivement. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir, et tu es optimiste, et tu as raison. Les gens ont besoin d'amour, ont envie d'amour, et vont vers ça. Alors maintenant, évidemment, il y a beaucoup de vecteurs qui viennent interférer, n'est-ce pas ? On parlait aussi de l'évolution du cerveau. Et on sait, puisqu'il y a un copain médecin, on sait, pour avoir fait des expériences sur les grands méditants, que le cerveau peut évoluer. Il y a des parties du cerveau qui évoluent vraiment, on le sait maintenant, sur l'amour, etc. Mais sur l'agressivité aussi. Donc c'est-à-dire que les mômes qui vivent dans les banlieues avec cette agressivité-là en permanence, qui continuent à vivre dans cette agressivité, ils développent aussi une grande partie d'agressivité on va avoir du mal à. Il va falloir les délobotomiser. On aura du mal. C'est pour ça que je dis aussi dans cette émission très souvent que je suis pour l'éducation, qu'on devrait renforcer encore plus l'éducation pour que. C'est le départ. Il n'y a rien à faire. C'est à l'école que les choses doivent se faire. Exactement. Et puis dans la famille. Oui, mais tu es visionnaire, Patrick, parce que justement, on avait prévu une petite pépite pour conclure.
conclure, oui, parce que tous les propos que vient de tenir Bernard, parce que c'est vrai que je tiens à rappeler aux auditeurs d'RTL que Patrick ne connaît absolument pas la nature des documents sonores que nous recherchons avec pouvoir être dans la même situation pour garder ta spontanéité. Alors justement, le rôle le plus difficile à assumer, c'est pas forcément un rôle pour le cinéma, qu'on soit comédien ou non, c'est certainement celui de papa. Alors on a écouté Sarah tout à l'heure, beaucoup d'émotions. Nous allons maintenant, je vous le propose et voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir, écouter le témoignage d'Annie Dupéret, donc la maman, qui va nous parler de vous à travers ce rôle, le rôle de votre vie, celui d'être un bon papa. Une séquence encore une fois de tendresse sur RTL. Annie Dupéret, dans vos plus belles années. C'est un père très attentionné, c'est un père amoureux de ses enfants d'une manière, je dirais, douloureuse. Il y a assez peu de choses qui sont pas douloureuses chez lui d'ailleurs, faut bien le dire, mais même les joies sont douloureuses parce qu'elles sont ressenties très, très profondément et qu'il a envie d'épargner et qu'il a un sens de la vie dans ce qu'elle a de plus beau, de plus fort et aussi de plus exigeant. Qui fait que les enfants, cette promesse de vie là qui vient de lui, il s'en sent responsable et vraiment chaleureusement et douloureusement. C'est joli ça aussi. Ouais, c'est très juste, c'est très vrai. Non, je vais l'appeler pour lui dire merci. Non, mais c'est vrai, elle a raison. C'est toujours douloureux chez moi. Alors maintenant beaucoup moins. L'amour que j'ai pour mes enfants est beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille. Ah oui, beaucoup moins inquiet. Il est plus dans l'amour, tout simplement. Oui. Voilà, on est avec Bernard Giraudot, on a encore un petit peu de pub, on a une chanson qui s'appelle Toi plus moi, c'est parfait. Oui, c'est Grégoire. Puis juste après, on se retrouve. Absolument, et je tiens à rendre hommage à toute l'équipe, parce que franchement, il y a eu du beau boulot. Oui, on a eu de très belles archives, donc merci à Flora, Coralie, à Balou et à Gilles Lanoux. Voilà, c'est fait. On a trouvé tout ça. On a travaillé. RTL, 11h30, 12h30. Vos plus belles années. Patrick Sébastien. Rémi Castillo. Sur RTL. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance, d'espoir dans la terre. Prends tout ce qu'il te faut, mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, tes étoiles dans les yeux. Je veux nous voir insoumis et heureux. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et entrez dans la danse.
Grégoire sur RTL, c'était toi plus moi. Voilà. Eh ben, vous savez, j'ai pas fait une émission de radio aujourd'hui. J'ai passé un moment de vie. Voilà. Exactement. Il y a des moments comme ça, des trucs que je fais dans mon travail. Enfin, c'est magnifique. Si on peut appeler ça un travail, qui sont enrichissants, un bonheur, qui sont jouissifs. C'est là que je me dis, putain, qu'est-ce que je suis content de faire ce métier-là. Merci, monsieur Giraud. Merci Bernard. Merci Bernard. Merci Bernard. Ça avait été choisi aussi pour ça. Merci Bernard. Et encore une fois, un grand. Le bouquin, de toute façon, c'est simple. Je pense que les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, s'ils ont été sensibles, et c'est pas possible autrement à tout ce qu'on vient d'entendre, et ben, dès qu'ils vont trouver ce livre en librairie, on sera dessus pour continuer ça. Voilà, c'est aux éditions L'Étalier. C'est un voyage en plus géographique, intérieur, immobile sur le théâtre, mais il y a de belles histoires d'amour dedans. J'ai raconté de belles histoires d'amour. Merci beaucoup. Encore une fois, Bernard Giraudot. Merci Patrick. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Tout à fait.